Je voudrais évidemment commencer par saluer cette grande réussite du Saltis, même si on n'est pas encore à la clôture. Je crois que c'est un moment fort d'échange, de pratique, de réflexion, mais aussi de pistes d'action. J'ai la chance d'avoir dans ce panel, je crois que le premier panel c'était à 100% un panel homme, le deuxième un panel à 100% femme. Moi j'ai la chance d'avoir un panel mixte. Mixte à tout point de vue, en termes de genre, mais mixte aussi parce que j'ai un institutionnel, Seyni, j'ai deux sociologues, Valérie et Sandrine, et j'ai deux spécialistes aussi en cybersécurité, Mamadou Lamine et Cheikhou. Ça veut dire qu'il y a une diversité qui est là. On nous a demandé évidemment de repenser le système éducatif, souveraineté technologique, inclusive et durable, apprendre autrement à l'ère de l'intelligence artificielle. Évidemment que ça invite à repenser le système éducatif dans sa globalité, repenser les méthodes d'enseigner, repenser les stratégies, repenser le dispositif d'évaluation, repenser nos cibles, mais nous accorder c'est sur qui est l'apprenant. Est-ce simplement ces apprenants qui sont dans des écoles classiques, les écoles que nous connaissons, classiques, de la petite enfance à l'université, ou est-ce que nous allons être assez inclusifs pour aussi penser aux autres lieux d'apprentissage? Je pense aux écoles, les daras, les écoles coraniques. Est-ce que dans la réflexion, nous ne devons pas intégrer les ateliers d'apprentissage, la maison, la presse, ici, parce que nous considérons que tous ces lieux, c'est aussi des lieux d'acquisition de savoir. Donc comment repenser cela de manière générale? L'apprenant, ne pas le prendre seulement comme étant notre élève classique, mais l'apprenant étant tous ceux qui cherchent du savoir. C'est l'élève que nous connaissons, c'est l'étudiant, mais c'est aussi le ndongo dara. Il est aussi l'apprenti. Donc tous ces Sénégalais, ces jeunes qui cherchent du savoir, de la connaissance, peut-être que devraient aussi être intéressés par ce dispositif d'apprentissage qui doit être repensé. Alors, pour ce qui est de ce panel, moi je voudrais évidemment commencer par demander à nos panélistes, Ismaël Mbouch qui est un agent de la DPTIC. DPTIC c'est la division de la promotion des technologies de l'information et de la communication du ministère de l'Éducation. Je voudrais savoir pour tous nos panélistes, qu'est-ce qui motive leur engagement pour la promotion de l'IA? Pourquoi le ministère considère qu'il est important aujourd'hui que l'on puisse se rediriger, avoir des données sur l'intelligence artificielle? Et qu'est-ce qui, personnellement, a motivé l'engagement d'Ismaël Mbouch dans la promotion de l'intelligence artificielle? Ismaël. Alors, Mouchembo, vous avez posé une question qui est très intéressante. Pourquoi le ministère a décidé d'intégrer l'IA dans l'amélioration des enseignements apprentissages? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que nous assistons à une période historique qui est vraiment peu banale en fait. Les transformations engendrées par l'IA en 2 ans sont similaires à celles engendrées par Internet durant 25 ans. Donc, il y a donc un besoin de célérité dans l'adaptation de ce qui est proposé en fait. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, l'une des conséquences de ce changement qui est assez rapide, c'est que l'ensemble des métiers, selon les études, 70 à 80% des métiers sont ou seront impactés par l'inclusion de l'intelligence artificielle. Ce qui fait que le ministère doit donc, avec cette célérité-là, adapter les contenus et les dispositifs d'intégration de l'IA. Alors, ce qui inclut que nos apprenants doivent être dotés des outils, des compétences pour pouvoir évoluer dans ce monde où l'IA sera présente quasiment partout. Donc c'est l'une des motivations les plus importantes. L'une des autres motivations qui a poussé le ministère dans cette intégration, c'est le fait que l'IA propose des solutions concrètes qui sont très adaptées aux défis locaux que nous avons ici. Pour l'enseignant, l'IA propose des solutions qui permettent d'automatiser beaucoup de tâches dans la correction de copies ou la génération de contenu validé, donc ce qui donne des gains de temps et de qualité assez importants. Pour l'apprenant, nous avons des bénéfices comme ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Chaque apprenant peut disposer du contenu pertinent selon son niveau et ses difficultés grâce à l'IA de manière assez efficace et assez rapide. Donc, ce qui permet donc globalement de finaliser la vision du ministère qui est de faire des apprenants non seulement
plus que des utilisateurs, mais des concepteurs et des maîtres d'œuvre qui seront à même de concevoir et de manier des outils technologiques conçus à partir de l'intelligence artificielle. Je sais que vous avez une forte préoccupation pour les cibles vulnérables. Est-ce que vous avez dans votre histoire personnelle quelque chose qui justifie votre engagement si déterminé pour la promotion de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, si je dois vraiment parler de l'IA comme outil, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, et donc je dirais que je ne sais pas ce qui est vraiment intelligent avec l'intelligence artificielle puisque c'est un outil. En tant qu'enseignante-chercheur, si je réfléchis aussi, que je me mets du côté de l'éducateur, de celui qui doit enseigner, je me dis effectivement c'est quelque chose que je dois nécessairement utiliser aujourd'hui. Alors, si on parle d'inclusion avec l'IA, ce qui m'intéresse plus précisément, c'est de savoir de quelle façon nous allons utiliser cet outil pour pouvoir inclure les couches vulnérables. Je parle en particulier des enfants qui ne sont pas du tout scolarisés aujourd'hui ou qui le sont, mais dans un système qui n'est pas vraiment bien outillé. Donc j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure. Je vais donner le micro à Madame Sandrine Lemar. Sandrine Lemar qui est... Moi, ce que je retiens d'elle, c'est la transdisciplinarité. Sciences humaines, pédagogie critique, réflexion sur la digitalisation, qui a certainement une histoire aussi avec la problématique liée aux intelligences artificielles de manière générale. En tout cas, pour qui nous avons eu à lire des guides pédagogiques Racontons digital, Racontons IA. Sandrine, vous aussi, quelle est votre histoire personnelle avec justement cette thématique? Merci, cher. Merci à tout le monde. Dire que je suis directrice aussi de la Soft Skills Academy du groupe ISM. Et c'est de par mon parcours au sein d'ENDA, où on s'est rencontrés il y a quelques années, autour d'un projet justement sur l'inclusion dans les écoles des jeunes défavorisés. Et de mon expérience depuis quelques années au sein du groupe ISM, que je me suis intéressée fortement à cette digitalisation de nos humanités. Donc moi, je parlerai plus de l'humanité, de nos humanités, de notre société sénégalaise. Et alors, ça peut paraître un peu pessimiste, même si j'ai aussi, par rapport à l'IA, un regard positif. Mais en fait, ce qui m'a interpellée quand j'ai commencé à travailler avec ces générations digitales, la Gen Z, c'est de me rendre compte de l'impact du digital dans leur construction personnelle et de l'impact de ce digital dans leur façon de vivre et dans les familles. Ce qui touche bien évidemment à la sphère privée et à la sphère éducative en tant qu'enseignante et directrice de cette Soft Skills Academy, de constater en effet qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes de notre société utilisent le numérique et en particulier aujourd'hui l'IA comme un mode d'expression dans lequel en fait ils s'expriment sur des choses que la société ne leur permet pas d'aborder dans le réel. Donc pour moi aujourd'hui il y a une urgence en effet à former à l'intelligence artificielle, comme il l'était il y a 3 ans de former à l'outil numérique, parce qu'encore une fois les enseignants ne sont pas digital natives, les jeunes aujourd'hui sont digital natifs, sont nés dans le digital. Et quand on enseigne, eh bien évidemment, on ne peut pas enseigner à quelqu'un comment on utilise un marteau sans soi-même savoir utiliser le marteau. Et aujourd'hui, c'est un peu le défi de l'éducation. Au-delà de former nos jeunes à cet outil, il faut aussi former ceux qui doivent les encadrer. Et du coup, nous interroger sur notre rôle d'éducateur. Qu'est-ce qu'un éducateur aujourd'hui ? Un éducateur, un instructeur à l'éducation, mais qu'est-ce qu'un parent aussi aujourd'hui ? Donc voilà, juste pour introduire, c'est toutes ces questions-là et comment aussi veiller à ce que l'utilisation de l'IA soit réfléchie, parce qu'encore une fois, l'IA, une fois qu'on est dedans, on a tendance aujourd'hui, et c'est malheureusement le problème à l'échelle du monde, pas simplement chez nous, à l'utiliser à mauvais escient. Notamment pour étudier facilement. On l'a dit tout à l'heure, l'éducation, être étudiant, être à l'école, c'est pour apprendre. Apprendre différentes choses.
apprendre à vivre avec les autres, apprendre de l'altérité, parce qu'en fait, quand on va à l'école, on est dans une nouvelle phase de socialisation. Donc apprendre l'altérité, mais apprendre aussi des connaissances. Et la connaissance, elle se travaille. Aujourd'hui, malheureusement, on l'a dit ce matin, la problématique du capital humain, c'est que la connaissance ne se travaille plus. Les jeunes vont sur ChatGPT, copie-colle, trichent. Et je prends le mot parce qu'en fait, on a en effet fait un guide dernièrement, Raconte ton IA, où on a interviewé plus de 200 jeunes sur cette question-là. Et quand on leur demande raconte-nous ton IA, raconte ton IA, c'est ChatGPT. ChatGPT est arrivé, alors justement, je souhaite un très bel anniversaire à ChatGPT parce qu'il a 3 ans le 30 novembre. C'est certainement le meilleur pote des jeunes aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est rentré dans nos vies familiales et dans nos vies d'éducation. Et c'est quelqu'un qui nous fait beaucoup de mal dans l'éducation parce qu'en fait l'étudiant ne travaille plus, beaucoup de mal dans nos familles parce que c'est devenu un confident, c'est devenu un endroit où on étale nos vies privées et dans lequel on se met en danger dans une société où, encore une fois, certains tabous sont levés dans le digital. Merci. Il a réfléchi tout l'écosystème, penser certes aux enseignants mais aussi à leurs parents. Voilà ce que nous dit Sandrine. Mohamedou Lamine, c'est un expert en cybersécurité aussi, et qui est aussi évidemment un enseignant, je crois, il est directeur de la formation de l'organisation de la recherche de l'ESTM, c'est bien cela? Mohamedou, avez-vous une histoire qui peut justifier votre engagement pour la promotion de l'IA dans les enseignements apprentissages? Merci, monsieur Hugo. Je profite également dans la lignée que mes prédécesseurs et ceux d'hier pour féliciter les organisateurs du SACTIS pour cette brillante organisation. À la base, j'ai un profil IT et consulteur Cisco, CCNA, cybersécurité. Mais j'ai un parcours atypique parce que je suis retrouvé dans le management, la qualité, la stratégie académique et tout ce qui est conformité. Voilà. Donc, m'intéresser à l'IA semble tout à fait naturel pour quelqu'un qui est amené à gérer tout ce qui est conception de curricula au sein de son organisation. Et dans ce sens, mon premier contact, je pense, avec l'IA remonte à 2022. Je pense qu'on était à la veille des élections législatives. Je coordonnais une équipe académique d'enseignants-chercheurs et de professionnels pour mettre à jour notre master en génie électrique et mesure de l'âme. Alors, donc, ceux qui étaient engagés en politique, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, ils n'étaient pas trop disponibles parce qu'il y avait la campagne qui approchait. L'un des professionnels, il venait de changer de poste, il n'avait pas aussi beaucoup de temps à consacrer, donc il venait aux réunions après, il n'avait pas beaucoup de temps à passer dans les ateliers. Donc, j'étais face à un problème et c'était l'avènement de ChatGPT 3.5 et je me suis dit, attends, je lui ai proposé, est-ce que je peux vous envoyer des propositions que vous allez valider et corriger? Ils m'ont dit, ok, pas de problème. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de travailler en m'appuyant sur le contexte qu'il m'avait donné pour voilà, donc leur envoyer des propositions qui étaient générées par ChatGPT, qu'ils validaient, qu'ils corrigeaient et me renvoyaient. Après, vers la fin, ils me disent, ça c'est le côté négatif de l'histoire, vers la fin, ils me disent, ok, ce que tu as c'est bon, va te débrouiller sur Internet pour choisir la bibliographie. Donc, j'ai dit, avec le temps, ça va me prendre tout. Je vais aller retourner voir ChatGPT. Donc, il m'envoie de jolis titres de livres avec voilà, auteur, date d'édition, etc., que j'insère dans les séances. Je pense 2 semaines après, il y avait un livre qui m'avait particulièrement intéressé dans le prix, je me rappelle plus du nom. J'ai dit, je vais rechercher le livre et essayer de voir si je peux le proposer aux étudiants. Et la surprise, je cherche le livre, je ne trouve pas. Je retourne voir ChatGPT, mais moi je ne trouve pas ce livre que tu m'as donné, tu peux me fournir des choses. Je me dis, moi je l'ai inventé. Donc,
à partir de ce moment, ça a fait un doute, je me suis dit, ok, donc on n'est pas en face du suicide de la connaissance. C'est un outil, comme on dit tout à l'heure, qu'on doit essayer d'appréhender, tirer le meilleur et faire en sorte que qu'on se préserve des nuisances. Donc au niveau de l'ESTM, ça m'a amené à aller voir un peu au niveau des normes, est-ce qu'il y a des cadres qui ont été établis pour l'usage d'une IA sûre. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait déjà les normes ISO 42001, donc sur les systèmes de management de l'IA. Donc, elles sont déjà en amont, le NIST Framework, l'IA Act de l'Union européenne. Et là, donc, on essaie au niveau de l'ISTM, comme je l'ai dit, c'est tout naturel on forme les gens, les étudiants, pour répondre aux problèmes de la société. Il est naturel pour nous de retrouver dans une situation où on doit les capacités, on doit les outils justement pour travailler dans l'environnement de donc nous nous appuyons justement sur tous ces cadres qui existent pour essayer dans le cadre de nos formations de définir un usage responsable, pertinent de l'IA dans le cadre de la construction de leur profil professionnel. Ils savaient une solution, surtout pour les cibles éloignées des cibles vulnérables. Effectivement, vous avez compris le débat, mais imaginez une classe de 80 nit, est-ce que dina mën a xam faatu dama am problème si multiplication non fraction comprendre la multiplication mais donc c'est pas possible, c'est juste pas possible. Aujourd'hui nous avons fait 3 choix. Le premier, c'est justement prendre les craintes de nos co-débatteurs. L'IA comme assistant, mais pas comme remplaçant. Ça, c'est le premier choix fort que nous avons décidé de faire. L'IA comme assistant, mais pas comme remplaçant. En quoi faisant? Par exemple, dans le domaine dans la médiation scolaire, aujourd'hui, l'IA peut identifier rapidement quelles sont les difficultés particulières de chaque élève et donner à l'enseignant aujourd'hui la main de pouvoir constituer rapidement des groupes de remédiation. Ce qui se fait actuellement pour les maris après-midi, pour l'école élémentaire, il y a des activités de remédiation qui se font entre les élèves. Et l'IA va rendre tout simplement cette remédiation plus pertinente. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de concevoir en fait la solution pour là et pas adapter les solutions de l'Occident. En quoi faisant en adaptant justement, en entraînant déjà l'IA sur le curriculum sénégalais, ce qui n'est pas forcément le cas sur ChatGPT. D'accord? Donc, notre IA va être beaucoup plus pertinent pour les élèves sénégalais que un Sénégalais qui va aller consulter ChatGPT. Nous avons également, dans le domaine technologique, proposé une solution qui serait même disponible, même avec une connexion intermittente. Donc, on a intégré déjà cette partie-là. Et le dernier point, c'est justement sur l'équité. Et c'est là où je disais qu'on travaille avec les ministères, parce que ça, nous, en tant que, en tout cas, le marché, il va imposer des solutions pour que son outil marche sur le marché. Il ne va pas forcément, en tout cas, nous, start-up, nous n'avons pas forcément pensé, oui, équité, etc. Mais pour combler ce gap, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, qui, lui, peut ouvrir le territoire avec notre solution. Ok, on va noter ce modèle, après qui pourrait être discuté avec le public. Mais en attendant, on va discuter avec Moudou qui est aussi dans une école de formation. Qui dit école de formation, qui est en lien avec notre thématique, apprendre à l'ère l'IA. Souhaiterais peut-être
repenser certainement les méthodes, les pratiques, les curricula. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre expérience avec l'IA, vous avez un modèle éprouvé qui peut mettre à la disposition du public sur qu'est-ce qu'il faut enseigner finalement? Comment il faut repenser justement les méthodes, les stratégies et toute la pédagogie, y compris le système d'évaluation. Merci beaucoup. Effectivement, l'IA nous questionne toute la chaîne de production du savoir, donc de la conception au transfert et à l'assimilation, donc à l'apprentissage. Au niveau de l'ESPM, donc au niveau de l'apprentissage, ce que nous demandons, nous enseignons à nos étudiants justement, il a dit, c'est de considérer l'IA comme un partenaire, comme un assistant, mais pas comme une béquille. Donc, une béquille, c'est voilà, un outil qui va faire le travail à votre place, mais plutôt comme un outil que vous allez utiliser pour mieux comprendre. Et nous incitons nos étudiants à plutôt poser des questions ou bien questionner les réponses qu'ils ont de l'IA et à travailler en groupe pour valider. Parce qu'en l'absence de l'enseignant, le fait de travailler en groupe et de poser les questions qu'il faut à l'IA et d'essayer de comprendre les réponses. Et la meilleure attitude, comme quand on leur demande d'avoir, c'est de proposer une réponse à l'IA à l'avance. Vous travaillez, ensuite vous allez brainstormer avec l'IA plutôt que de venir directement donner la question à l'IA. C'est vrai qu'on n'a pas encore, nos amis, on n'a pas de solution propre. Donc, nos étudiants travaillent avec des IA génératives qui existent en ce moment. On n'a pas de barrière particulière par rapport à ChatGPT, Claude, Android ou Gemini. Mais c'est la démarche qu'on essaie de donner. Donc, d'avoir déjà, de savoir l'objectif. Qu'est-ce qu'on vise en venant utiliser l'IA? C'est quoi l'objectif? Est-ce que mon objectif, c'est de mieux comprendre? Et c'est ce qui doit être l'objectif d'apprentissage pour les étudiants? Ou bien c'est d'avoir le résultat? Le résultat ne doit pas être la finalité pour l'étudiant. C'est la compréhension. Et il ne faut pas, les collègues de sociologues sont là, il ne faut pas escamoter le processus d'apprentissage. Parce que apprendre, ça nécessite d'abord de découvrir, d'assimiler, de retenir. Si vous vous limitez à juste recopier des réponses et à les remettre à l'enseignant, c'est un problème. Et là, j'en viens au niveau de l'évaluation. Donc, au niveau de l'évaluation aussi, les enseignants vont devoir revoir leur manière d'évaluer. Les enseignants qui acceptent que l'étudiant puisse un papier. Il a travaillé avec ChatGPT, mais il a l'obligation de comprendre. Et au moment de la restitution, justement, on ne doit pas, l'enseignant l'oblige à expliquer avec ses propres mots ce qu'il a obtenu comme résultat. Maintenant, pour les évaluations qui ne sont pas forcément liées, qui demandent justement de restituer des documents qui sont écrits, dans ce cas, l'enseignant est obligé, par exemple, de faire ses évaluations dans un environnement totalement contrôlé où l'étudiant n'a pas la possibilité d'utiliser, de présenter des résultats de ChatGPT. Ensuite, on explique aussi aux étudiants dans la sensibilisation que les enseignants ont les moyens de détecter justement les triches basées sur l'IA, etc., et avec des preuves à l'appui. Donc, cela crée une dissuasion au niveau des étudiants, mais c'est plus la conscience que, à notre avis, l'IA peut être un outil puissant, donc d'accélération de l'apprentissage qu'il faut inculquer au niveau des étudiants que toute autre chose. Voilà. D'accord. Donc un processus véritablement soutenu où l'on respecte toutes les étapes et on éviterait toute forme de mémorisation, mais on en ferait un outil qui vienne accompagner l'apprenant.
Ça, c'est un aspect essentiel que nous aurons retenu, parce qu'il ne faut pas simplement être des machines. Mais au-delà, il faudrait évidemment qu'on ait les compétences requises. On ne souhaite pas simplement avoir des diplômés, des gens qui, voilà, mais des gens suffisamment compétents. Sandrine, moi je vous ai lu parler souvent de déshumanisation par rapport à l'intelligence artificielle. Donc ces compétences requises justement pour que ce monde digitalisé ne nous déshumanise pas, qu'est-ce que vous aviez voulu dire dans l'un de vos guides? Merci. Alors d'abord, déshumanisation, c'est comment à un moment donné, en fait, on laisse la place aux robots. Alors ça peut paraître de la science-fiction, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction puisqu'on le voit à l'échelle du monde. Mais le problème, c'est que, encore une fois, je pense que, comme c'est le cas avec l'outil numérique, on veut aller vite au Sénégal, et ça a été un peu reproché ce matin. On parle de digitalisation, on parle d'IA, on parle de numérique. Mais la dernière fois qu'on a fait un panel ensemble, souviens-toi d'un parent d'élève qui nous a signifié que jusqu'à aujourd'hui, il n'avait même pas d'adresse email. Donc je pense que oui, c'est l'avancée du monde. On ne peut pas ne pas être dans le temps du monde, mais ça nous interpelle justement sur ce que nous sommes, nous, dans ce monde. Où en effet, le numérique est là, la robotisation est là, l'intelligence artificielle est là. Mais encore une fois, même autour de ce panel, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'était l'IA. Donc, réhumaniser, c'est d'abord savoir que nous sommes des êtres sociaux avant d'être des êtres digitaux. Très souvent, c'est ce qu'on oublie d'expliquer à nos élèves aujourd'hui. Nous sommes des êtres sociaux avant d'être des êtres digitaux. Je dis ça parce qu'en fait, de par l'expérience depuis plus de 10-15 ans qu'on travaille sur ce sujet, on a aujourd'hui des générations qui sont plus digitales que sociales. On a des jeunes aujourd'hui qui sont dans les classes mais qui ne sont pas dans la classe. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous écoutent pas, ils n'adhèrent pas. Ils n'adhèrent pas pourquoi? Parce que notamment la veille peut-être, ils ont passé des heures à regarder des vidéos dans lesquelles le contenu même du propos de l'enseignant est remis en question. Nous ne sommes plus non plus aujourd'hui dans un monde de la verticalité. Les jeunes n'acceptent plus, ou en tout cas acceptent de moins en moins cette verticalité, qui est que j'ai un savoir que tu n'as pas, je te le transmets. Aujourd'hui, on doit même revoir notre positionnement à l'horizontale. Le sachant n'est plus le seul sachant, mais par contre, ce sachant-là a le devoir d'instaurer une médiation avec celui auquel il enseigne. Donc aujourd'hui, c'est le développement des soft skills. C'est ce qu'on fait au niveau du groupe ISM, développer ces soft skills déjà, aussi bien dans le corps enseignant que chez les jeunes, les petits comme les étudiants. À cette ère digitale, ce qu'il est important de développer, c'est en effet des compétences techniques, oui, mais c'est aussi et avant tout des compétences humaines. Face à un robot, c'est l'humain qui alimente le robot. Donc c'est l'humain qui doit être capable de faire preuve d'un esprit critique, parce qu'en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, on vous a donné une référence autour d'un ouvrage qui n'existe pas. Donc l'esprit critique, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas forcément au Sénégal, parce que l'élève doit écouter et se taire. Et ça dans différents formats d'éducation. Tu écoutes, tu te tais et tu récites. En classe, à la maison, partout. En classe, à la maison, dans le Dara, même dans l'enseignement professionnel. Quand on faisait le travail Diang Djupteki, à l'époque avec Enda, c'est tu apprends, tu appliques. Tu ne dis pas ce que tu ressens quand tu appliques. Tu ne t'exprimes pas parce que c'est nous qui savons, c'est pas toi. C'est pour ça que dans la pratique, au niveau de la direction de la Soft Skills Academy, c'est bien sûr que je sais des choses qu'un jeune ne sait pas, mais je considère aujourd'hui, moi, dans mon positionnement, que beaucoup de choses, les jeunes le savent et je ne le sais pas. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est en effet ces soft skills, l'esprit critique, la créativité, bien évidemment, parce que dans un monde digital, il faut être créatif. Et là, on parle des enfants qui vont à l'école, l'école publique, l'école privée, quid des écoles communautaires, quid des écoles coraniques, quid des ateliers d'apprentissage qui sont des formes d'éducation.
Donc, tout ça, ça pose une question à l'échelle de la société. Et bien évidemment, à l'échelle de la famille. Et bien évidemment, l'intelligence collective. Parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle, et c'est ça où des fois j'interpelle les jeunes avec qui je travaille, elle n'est qu'artifice. C'est un artifice. Et aujourd'hui, les gens jouent de l'artifice. Je sais parce que j'ai copié ChatGPT, parce que je répète ce que ChatGPT me dit, et j'incarne quelque chose que je ne suis pas, puisque même ce qu'il m'a dit n'est pas de moi. Je suis incapable de faire un prompt parce que je n'ai pas la connaissance. Il faut aller doucement. On étudie pour avancer doucement. Je dis toujours, avant d'avoir 20 ans, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Et en fait, on est pressés. Les jeunes aujourd'hui sont très pressés. Pressés d'arriver, pressés. Et on l'a dit ce matin, j'ai 2 certifications, je suis expert. Non. Et en fait, quand on leur dit ça, parfois ça les bloque parce qu'ils sont justement dans ce digital qui leur montre des pseudo-success stories qui ne sont même pas accolés à nos réalités locales. Et en attendant, là on parle des élèves qui ont la chance d'avoir une connexion Internet, des élèves qui ont la chance d'avoir un téléphone. Et aujourd'hui au Sénégal, la plupart des enfants ne sont ni dans des écoles, n'ont pas de téléphone, même si, et je ferai cette parenthèse avant de redonner le micro, aujourd'hui dans ces écoles communautaires, dans les daras aussi, les jeunes sont dans le digital. Et là, c'est les dangers dont peut-être on parlera plus tard, parce que c'est pas le sujet, dans lesquels beaucoup de jeunes tombent. Et aussi les enseignants, parce qu'en fait, les enseignants, ne croyez pas que nous sommes invisibles dans le digital. Nous sommes tous visibles dans le digital. Et c'est aussi un problème de conscientisation de notre marque que l'on laisse dans le digital. Dans une société marquée par des valeurs comme le Soutoura, on est très, très volubile dans le digital. Les adultes sont volubiles et sont parfois, dans leur comportement ne maîtrisant pas l'outil, eux-mêmes des dangers pour les jeunes. Merci. Mais parfait. Asseoir les compétences humaines dans un monde digitalisé, c'est une exigence. Préserver les valeurs, même si on est dans un monde digitalisé, c'est important. Repenser le triangle pédagogique, ce que nous avons appris à l'école, de formation des enseignants. On nous parlait de l'enseignant, de l'élève et du savoir. Maintenant, le savoir, l'enseignant n'est pas le seul détenteur de savoir. Je crois que ça, c'est des questions fortes qu'il nous faut revoir. Mais nous avons la chance d'avoir le ministère de l'Éducation, qui a certainement des solutions par rapport à ça. Vous, en termes de comment, quel est le dispositif que vous avez mis en place pour justement une transformation positive du système éducatif grâce à l'IA et une intégration progressive de l'IA dans toutes les écoles et chez tous les apprenants en ne laissant personne en rade? Quel est le dispositif que vous avez mis en place? Absolument. Donc le ministère a pu concevoir une stratégie, un chemin de route très pertinent qui rentre dans le cadre de la SNE, la stratégie numérique pour l'éducation 2025-2029, qui s'inscrit elle-même dans le cadre du New Deal technologique Sénégal 2050. Donc tout a été bien cadré. Donc les travaux de maturation ont été clôturés il n'y a pas très longtemps pour pouvoir opérationnaliser le processus, donc qui va commencer à être déroulé. Alors comment nous avons procédé? Tout d'abord, nous avons conçu des référentiels de compétences pour les élèves et les enseignants qui ont déjà été conçus et qui seront incorporés dans le nouveau curricula qui sont en train d'être conçus. Donc bientôt, l'enseignement de ces disciplines-là seront incorporés dans le nouveau programme à l'issue de la finalisation du nouveau curriculum. Donc c'est du travail qui est déjà en cours. Ensuite, sur le plan un peu plus humain, nous avons entamé, lors de cette rentrée, la formation de 105 000 personnels de l'éducation, dont les enseignants bien sûr, sur les compétences numériques et sur l'intelligence. 105 000 enseignants. Personnels de l'éducation, dont les enseignants. Dont des enseignants, oui. Donc il y a les inspecteurs et les chefs d'établissement. On n'exclut aucune composante du système éducatif. Donc sur les compétences numériques et l'intelligence artificielle. Donc ils auront à disposition 20 modules, ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a 20 modules qui sont mis à disposition, des modules en auto-formation et les modalités c'est 100% virtuel, donc c'est à distance. Donc chaque enseignant aura le temps, selon ses disponibilités, de suivre la formation de manière asynchrone. Donc je pense que ce sont des modalités qui permettent un peu d'élargir la base de connaissances des enseignants. Ensuite, dans la formation initiale des enseignants, avant qu'ils ne soient déployés dans les classes, donc dans les CRFPE, nous sommes aussi en train de concevoir, en partenariat avec la DFC, la Direction de la formation et de la communication du ministère,
des mêmes modules sur les compétences TIS de base ainsi que sur les compétences sur l'IA pour cette cible-là aussi. Donc ce sera finalisé au cours de cette année et seront disponibles pour les enseignants avant qu'ils ne soient déployés dans les classes, en plus de la formation continue que je viens aussi de vous détailler. Donc c'est ça ce qui a été mis en place en amont par le ministère pour accompagner cette transformation digitale dans le cadre de la SNE et du New Deal technologique. Est-ce que vous avez une maîtrise des données, en termes de données, la situation des écoles? Ça, c'est grâce au logiciel Planète, dont M. Si a parlé tout à l'heure. Planète, dont la 3e version vient tout juste d'être déployée. Donc, grâce à Planète, nous avons, au niveau de chaque établissement, chaque école du Sénégal, qui est inscrite dans Planète, des informations très précises au niveau de l'effectif, du personnel éducatif qui est déployé, de ce qui se trouve dans les bâtiments et des bâtiments présents, ainsi que du matériel. Donc, ça permet une remontée des données depuis le terrain, sans besoin de se déplacer ou bien de faire une toute autre action. Merci Ismaïla. Voilà. Merci Valérie. Valérie, nous, notre préoccupation, bon, là je parle en tant que modérateur et responsable d'une structure qui a une forte sensibilité pour les vulnérables. Je sais que vous avez beaucoup travaillé. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Comment doivent-ils être pris en charge aussi par cette problématique? Oui, effectivement, ma sensibilité m'a porté vers une couche très vulnérable. Il s'agit des enfants de la rue et au Sénégal des enfants talibés particulièrement. Donc actuellement, je travaille sur la transformation des systèmes éducatifs et à travers donc mes recherches, j'explore ce qui se passe au niveau des familles principalement. Et aussi, eh bien, je me suis un petit peu, bien sûr, intéressée à tout ce qui est innovation pédagogique pour parler du système éducatif. Et pour l'aspect aussi culturel et religieux, je travaille aussi sur les questions de laïcité. Donc aujourd'hui, effectivement, nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes des privilégiés puisque nous pouvons parler de l'intelligence artificielle, enregistrer, filmer. Nous avons cette chance de pouvoir aussi échanger entre nous, mais est-ce que nos propos sont relayés? C'est la première question que je pose par rapport à ces préoccupations qui nous intéressent aujourd'hui. Est-ce que les personnes qui sont quand même au cœur aussi du sujet vont être intéressées et la première chose qui a été demandée aujourd'hui, c'est de multiplier les applications dans les langues nationales. Voilà, j'ai participé cette année, en 2025, à plusieurs conférences. Et le premier défi, c'est effectivement de pouvoir toucher les personnes qui sont intéressées par les problématiques que sur lesquelles nous travaillons et nous essayons de trouver des solutions. Je me positionne en tant que chercheur qui souhaite s'engager dans des recherches-actions et non pas juste dans des réflexions théoriques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ma première préoccupation, c'est la collecte de données. Et c'est une question qui intéresse aujourd'hui les grands spécialistes présents, puisque nous avons bien compris que pour alimenter l'intelligence artificielle, eh bien, nous avons besoin de collecter des données qui sont pertinentes par rapport aux problématiques et au contexte dans lequel nous nous situons. Sinon, eh bien, lorsque nous interrogeons l'assistant, parce que c'est un assistant, nous l'avons tous bien compris, je pense, ce n'est pas quelqu'un qui se trouve derrière notre ordinateur ou notre téléphone qui est plus savant que nous, c'est juste un outil que nous avons alimenté avec des données. Bien, si au niveau de nos territoires, de nos régions et du continent, même si on prend le continent africain, ce n'est pas suffisamment alimenté, eh bien, ce qu'il va être donné comme réponse ne collera pas forcément à ce qui nous convient. Donc ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais insister. Et le cas des vulnérabilités. Bon, est-ce que les personnes sont vulnérables aussi? On va se poser la question, parce que lorsque j'ai pu m'intéresser aux enfants de la rue et aux enfants talibés, j'ai eu une grande surprise, c'est qu'ils sont très résilients et qu'ils mettent en place des stratégies de survie. Alors, pour ceux qui ne seraient pas intéressés
à la situation de ces enfants qui sont exclus de l'éducation de base, qui sont parfois, je vais dire, instruits dans un enseignement religieux quand ils sont intégrés dans des daras. Il y a aussi des daras modernes qui fonctionnent très bien, qui n'envoient pas forcément les enfants dans la rue. Mais pour en tout cas ces enfants qui n'entrent pas dans le circuit tel que nous l'avons entendu jusqu'à présent, eh bien, on s'aperçoit qu'ils utilisent de plus en plus les outils que nous utilisons. J'entends, par exemple, au sein des groupes d'enfants qui peuvent se retrouver à certains moments de la journée dans la rue, où ils vivent complètement, avec le biais du téléphone portable, ils ont accès à des données aussi que nous manipulons au quotidien, et ils s'en servent. Donc notamment même pour s'instruire, pour communiquer avec leurs proches, et aussi de façon ludique, eh bien, ils peuvent très bien, avec des applications de jeux, s'instruire. Bon, j'insiste beaucoup sur le jeu parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est une demande que je fais en tant que pédagogue, il est nécessaire de travailler avec une pédagogie par la mère-terre. La mère-terre, ça veut dire tout simplement, j'ai le droit de me tromper et je recommence. Et ça, l'IA aide beaucoup en tant qu'assistant l'enseignant à pouvoir élaborer des scénarios vraiment différents pour créer des exercices. Et en termes d'évaluation, c'est très important parce que ça permet de pouvoir évaluer les compétences d'un apprenant, mais en même temps de lui proposer des exercices complémentaires pour pouvoir travailler sur ses compétences et ne pas se sentir en marge par rapport à un groupe. Donc, excellent. Je pense que c'est très bien, Valérie. Merci pour ça. Merci pour nous avoir rappelé que justement, apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est aussi être déterminé à revoir notre registre de pensée, réinterroger nos vérités, réinterroger nos certitudes, réinterroger nos pratiques, réinterroger nos méthodes, avoir une autre compréhension de l'écosystème éducatif. Que l'éducation, ce ne sera pas seulement l'affaire de l'enseignant et de l'élève, mais comment reconnecter l'éducation aux autres secteurs. Cela, cet esprit d'ouverture, cet esprit de créativité, ça, je crois que c'est une exigence. Nous l'avons rappelé avec Cheikh Omar qui nous rappelle l'importance de ne laisser personne en rade. Il a une préoccupation pour les enfants hors structure éducative qui aussi ont le droit d'être éduqués. Nous ne devons pas, avec l'intelligence artificielle et à partir de l'école, creuser davantage les inégalités. Pas d'inégalité du point de vue géographique, entre rural et urbain, du point de vue économique, entre riches et pauvres, mais comment l'aborder de manière humaniste, généreuse et faire en sorte évidemment que personne ne soit laissé en rade. Il nous rappelle, Mamadou aussi, l'importance de repenser nos curricula, comment nous enseignons les changements de paradigme dans ce sens-là. C'est un aspect essentiel et Sandrine nous dit, ne nous déshumanisons pas. L'intelligence artificielle ne doit pas nous robotiser. Et donc, comment préserver certaines valeurs? Ça, pour nous aussi, c'est un aspect. Mais heureusement que le ministère semble être dans des stratégies très fortes qui vont évidemment nous conduire vers les résultats escomptés. Chers amis, maintenant, la parole vous est laissée. Peut-être 2 ou 3 intervenants, parce qu'il me reste juste 7 minutes. 2 ou 3 intervenants, on fait un dernier tour de table et puis on rend le micro. Je dis 1, je vais avoir une dame. 2, je vais avoir un élève. 3, c'est bon. 4, et c'est fini. Alors, on a les 4 là. Le 1, c'était qui? Vous suivez le numéro. Merci, monsieur le modérateur. Merci de cette opportunité qui nous est offerte en vue d'interagir sur une question quand même d'une importance capitale. Je voulais simplement partager avec vous, après avoir écouté les uns et les autres, 3 observations qui vont nous pousser rapidement vers une question. Je crois que la présence croissante de la technologie et de l'intelligence dans l'éducation est quand même une réalité et qui aujourd'hui est ressentie
par les enseignants, les étudiants, le système éducatif. Et je crois que dans un avenir même prévisible, ça va se poursuivre et s'accroître. C'est pourquoi je crois qu'il est important de mettre en branle une intelligence artificielle centrée sur le humain. C'est important. Et je crois qu'elle l'a fortement dit. Mais l'autre aspect qui me semble être important et que nous devons prendre en charge, c'est que nous parlons d'inclusion dans le système. Mais la fracture numérique, elle est là. OK. Et elle va s'accroître par l'intelligence artificielle si on n'y prend pas garde. Et je termine, cher, par dire que l'éducation est une entreprise humaine. Et rien ne saurait remplacer la relation qu'il y a entre l'apprenant et son éducateur. Vous ne vous êtes pas présenté, c'est qui parle? Abdourahmane Gueye, je suis enseignant de formation, secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. C'est un syndicaliste alors qui parlait. Alors, le deuxième, c'est qui? Nous avons le point de vue du syndicaliste, c'est très bien. Bien applaudi par ailleurs. Alors, merci. Donc, ma question s'adresse aux représentants du ministère de l'Éducation nationale. Donc, moi, quand j'entends éducation inclusive, j'entends la prise en compte des enfants en situation de handicap dans les écoles classiques. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des enfants en situation de handicap visuel, est-ce que le ministère de l'Éducation a une stratégie claire pour utiliser l'IA et favoriser l'intégration de ces enfants dans le système classique? Excellent. Qui a parlé? Qui a parlé? C'est qui a parlé? Qui a parlé? Vous n'êtes pas présenté? Oui, donc je m'appelle Khadija Mbaké. Je fais partie d'une association qui œuvre pour l'éducation des enfants non-voyants. D'accord, association des enfants non-voyants. Le 3, c'est qui? Numéro 3, c'était qui? Bon, moi, je n'ai pas retenu le numéro. J'avais distribué, mais... Ah, voilà, numéro 3, vas-y. Merci, monsieur le modérateur. Merci aux panélistes également. Personnellement, j'aimerais exprimer une petite inquiétude. C'est par rapport aux débouchés. On est en train de parler de l'impact de l'intelligence artificielle au niveau des établissements scolaires, mais je n'ai pas trop entendu parler des débouchés. Aujourd'hui, les filières qui sont au niveau je vais parler du Sénégal, les filières sénégalaises, on est en train de créer des filières sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, mais qu'en est-il des filières qui sont déjà présentes? Des filières qui sont déjà présentes. On est en train de créer des filières nouvelles sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, sur les domaines de demain. Mais qu'en est-il de ceux qui sont déjà dans le système? Est-ce que ces filières qui sont en train d'étudier sont des filières porteuses? Est-ce que ça va les amener vers des horizons clairs? C'est ça mon inquiétude. Et qui a parlé? Mamadou Moussa Kane, président sortant du collectif des gouvernements scolaires de Dakar. Collectif des gouvernements scolaires. Merci Mamadou. Le quatrième et dernier, c'était qui? Bon, moi, je n'ai pas retenu. Ah, il paraît que c'est la fille, hein? Il paraît que c'est la fille, là. Non, on n'a pas une intelligence artificielle qui nous rappelle c'était qui le quatrième. Merci. Alors, je me présente. Je m'appelle Sophie Suzanne Aynakoli. Je suis étudiante en master en recherche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en sciences politiques et relations internationales. Alors, je commence par la citation de Madame Valérie, qui dit que nous sommes des êtres sociaux avant d'être des êtres digitaux. Et je rejoins ce qu'elle dit parce que aujourd'hui, nous, à l'université,
nous avons tendance à valser dans le monde du digital. Donc, aujourd'hui, on n'utilise plus nos cerveaux pour réfléchir. Donc, nous utilisons le chat GPT pour nos devoirs, nos examens. Alors qu'aujourd'hui, même si on nous demande de faire un rapport, on ne pourra pas faire des recherches sur les sujets abordés. Donc, nous partons dans les IA pour faire des recherches alors que ça ne nous aide pas demain. Aujourd'hui, nous sommes des étudiants. Demain, on est appelés à être des autorités demain. Donc aujourd'hui, vous qui êtes des intervenants, je me posé des questions. Est-ce que l'IA sera capable de détecter, le monsieur là-bas a dit, je suis désolée, je ne connais pas votre prénom. Donc, vous avez dit que dans des classes, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, ou par exemple, il y a dans les mathématiques, l'autre ne comprend pas la fraction, l'autre ne comprend pas peut-être la soustraction, l'IA sera capable de détecter ces personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, si, par exemple, dans les routes, il y a une infraction, est-ce que l'IA aussi sera capable de détecter certaines voitures, par exemple, pour savoir la marque et quelle personne était en train de conduire, oui. Et aussi la protection des données. La protection des données. Aujourd'hui, nous étudiants, nous ne connaissons pas. Par exemple, si nous prenons des photos, par exemple, et qu'aujourd'hui, on supprime, on ne sait pas où les photos partent. C'est ça. On ne sait pas si aujourd'hui, si nos données sont protégées ou pas. Merci beaucoup. Mais merci. Heureusement que vous avez utilisé votre cerveau pour analyser là. N'est-ce pas? Je dis, vous avez utilisé votre cerveau pour analyser. Merci, heureusement. Et dernier intervenant de l'autre côté, s'il vous plaît, et puis on conclut. Le modérateur est en train de me faire la pression là. Bonjour, je m'appelle Fatou Diallo Gueye, élève en première S1 au lycée B. L'IA remplace l'homme dans le travail. C'est une question ouverte à tous les spécialistes ici. Est-ce que d'après vos estimations, cela se produira au Sénégal? Auquel cas, comment pouvons-nous, les jeunes, y faire face, étant donné notre système éducatif actuel? Merci. C'est très clair, très précis. Désolé, ce n'est plus moi, c'est l'organisation. Le temps est épuisé. On va faire juste un dernier tour, sauf si l'organisation permet. Ça va? Non? Non. Bon, on va essayer avec Aboubacar Ndiaye. Il insiste. On va lui donner la parole. Merci à tous. Bonjour. Je m'appelle Aboubacar Sadir Ndiaye. Je suis expert en transformation digitale et intelligence artificielle. Donc, je fais partie des experts concepteurs des programmes de formation d'IA pour des enseignants dont monsieur parlait là, avec la collaboration entre le ministère et Forcen. Donc, je voulais juste revenir sur une question. Aujourd'hui, on est en train de parler d'IA, d'éducation, d'enseignants, de contenu. Et je suis l'un des experts sectoriels qui ont participé à l'élaboration de la stratégie nationale d'intelligence artificielle en 2023 au Sénégal. Et je voudrais suggérer, s'il n'y a pas aujourd'hui une feuille de route IA éducation au Sénégal, de bien vouloir faire une déclinaison de cette stratégie-là, de cette feuille de route, pour avoir une feuille de route spécifique à l'IA pour l'éducation au Sénégal. S'il y en a, autant le partager. S'il n'y en a pas, essayez de voir comment le construire avec tous les acteurs qui sont là, développeurs, start-upers, gouvernement, acteurs du secteur de l'éducation. Et le deuxième point qui a été évoqué, c'est la question des données et de la conformité que le monsieur de l'ESMTM a évoqué. Aujourd'hui, on a un cadre juridique de 2008
la loi 2008-12, qui régit le secteur du numérique de 2025. Il y a beaucoup de recommandations dessus. Il faudrait penser, mettre en place en fait un cadre juridique actuel qui est conforme aux usages, le co-construire pour que ces startups IA-là, qui développent des solutions IA, qu'on puisse savoir quel est le sort des données de l'éducation qui sont utilisées, quel est le cadre juridique de référence pour les startups et les enseignants aussi, les données qu'ils vont utiliser dans le cadre des IA qu'ils vont utiliser pour l'éducation. Est-ce que les données des élèves vont être mises sur ces plateformes et quel est le sort de ces plateformes-là? Donc j'ai écrit un livre sur Merci l'IA beaucoup. Act. Oui. Merci. Merci. Donc le cadre normatif, le cadre réglementaire, en plus de ça, la loi d'orientation, on connaît aussi de 91 qui régit le système éducatif en 2025. Il y a beaucoup d'incohérences et certainement qu'une des recommandations de ce panel, ce serait justement de revoir notre cadre réglementaire et normatif de manière générale. Maintenant, nous allons terminer par juste les conclusions des panélistes. Oui, il faut qu'ils aient les conclusions parce qu'ils ont été interpellés. 1 minute par panéliste. Vous pouvez répondre à n'importe laquelle de vos questions, mais vraiment 1 minute. Oui, je vais être brève. Je vais répondre par rapport à la question sur l'inclusion. Effectivement, quand on parle d'inclusion au départ, on se situe dans le système d'enseignement formel de l'éducation nationale et on parle effectivement de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, si on élargit et que l'on sort du système formel et que l'on inclut aussi les systèmes informels ou non formels, on va parler des personnes qui sont aussi en situation de vulnérabilité, qui doivent être effectivement incluses dans ce système éducatif, puisqu'on va maintenant au-delà du handicap tel que c'était entendu au départ. Et donc pour dire aussi pour l'utilisation et la protection des données, oui, c'est très délicat. Puisque on l'a bien compris, nos données partent et dans un espace que nous ne maîtrisons pas pour l'instant lorsque nous communiquons nos données, et ça peut être assez inquiétant, notamment pour de jeunes utilisateurs qui n'ont bien sûr ont la naïveté de penser que ces données ne seront pas utilisées, mais les données sont utilisées d'une façon ou d'une autre. Et donc, par rapport à la formation des enseignants, c'est une question cruciale. 105 000 enseignants formés à l'IA, c'est bien, je dirais, mais aujourd'hui, moi, j'attends une formation initiale vraiment de qualité. Bon, c'est proposé au niveau de l'université Gaston Berger. Donc, je fais partie d'ailleurs du LASPAD, l'université Gaston Berger. Et aujourd'hui, j'ambitionne un petit peu aussi de lancer une formation initiale. J'ai un projet qui dort un petit peu dans les tiroirs pour apporter sur le terrain du Sénégal, avec toutes les difficultés que l'on vient d'évoquer les uns et les autres, des enseignants bien outillés et prêts pour pouvoir relever ce défi éducatif. Merci. À côté des parents. Merci Valérie. Seydou, tu ne feras pas comme Valérie, hein? 1 minute, on a dit. 1 minute, s'il vous plaît. On a d'autres panels qui attendent. Assez rapidement par rapport à 2 interventions, notamment celle de mon collègue, spécialiste en IA. Donc, j'ai oublié de préciser que je fais aussi partie des experts concepteurs sur la formation, sur le numérique et l'IA. Alors, par rapport aux données, c'est une réflexion que le ministère de l'Éducation ne peut pas engager seul. Elle implique le ministère en charge du numérique, la primature et la présidence. Là, il s'agit de souveraineté nationale carrément par rapport aux données. Par rapport à la première question que vous avez dit, par rapport à la feuille de route propre à l'IA, la politique du ministère n'est pas d'exclure l'IA des compétences numériques, c'est une continuité en fait. Mais c'est une réflexion que nous ne refusons pas, et pourquoi pas en discuter. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Par rapport à l'inclusivité, excusez-moi, qu'a soulevé madame, c'est une question à laquelle nous sommes aussi très très sensibles. Il faut savoir que l'IA propose des solutions concrètes et que l'enseignant peut facilement prendre en main pour déjà détecter certains troubles visuels comme des troubles moteurs aussi, mais aussi y apporter des solutions concrètes grâce notamment à des chatbots et des solutions que nous préconisons au sein du ministère. Merci. Point d'attention sur l'équité, sur l'inclusion, sur les cibles vulnérables. Cher Omar. Bon, rapidement sur la protection des données, je pense que c'est important. Soit nos données sont exploitées par ces puissances technologiques, notamment les lacunes de nos enfants,
les difficultés de nos enfants, soit nous-mêmes, nous concevons des solutions et nous gardons même secret défense ces données-là. Voilà. Merci. Mamadou Lamine, est-ce que tu as un mot? Oui. Oui, merci beaucoup. Je vais peut-être aborder dans le sens des inquiétudes par rapport à la question est-ce que l'IA va remplacer les gens au Sénégal dans le cadre des métiers ou par rapport à certaines formations. Je voudrais rassurer les étudiants, les jeunes qui sont là, pour leur dire de faire confiance aux acteurs du système. Parce que les acteurs que vous avez entendu parler depuis hier, certains sont là de l'UNCHK que je salue, sont suffisamment conscients et suffisamment compétents pour anticiper toutes ces inquiétudes et vous proposer les curricula et les formations qui vous permettront de naviguer demain en toute confiance. Merci beaucoup. Merci. Donc moi, juste un mot aux étudiants, justement au jeune homme qui nous a interpellés. Je pense qu'en effet, il n'y a pas de sous-diplôme ou de surqualification. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que chacun, même mademoiselle étudiante en sciences politiques, relations internationales, il faut juste que vous preniez le temps de vous familiariser avec les outils digitaux, c'est important. On l'a vu dans le cadre du SALTIS, quand on parle d'IA, on parle d'économie, on parle de sciences politiques, de diplomatie, on parle d'art, on parle de culture, même si l'art et la culture malheureusement ne sont pas présentes dans l'événement, mais on parle de tout, c'est transversal. La question aujourd'hui qui se pose à vous, c'est comment vous étudiez et qu'est-ce que vous donnez comme sens aux études que vous faites. Il y a de la place pour tout le monde, mais bien évidemment, c'est celui qui travaillera et qui ne trichera pas qui réussira. Parce qu'en fait, quand vous trichez, ça se voit. Il suffit de vous regarder pour savoir que vous jouez, que vous êtes fake. Et dans votre façon de parler et dans votre façon de marcher. Donc soyez humbles, travaillez, comme nous tous on a travaillé, mais différemment parce que nous, on n'a pas travaillé avec le digital. Et vous avez beaucoup de chance. Aujourd'hui, un jeune devrait être polyglotte. Il devrait parler plusieurs langues. Aujourd'hui, un jeune devrait. Vous passez pas votre temps dans les BU comme nous, vous n'avez pas fait votre mémoire à la main comme nous, donc tout est plus rapide. Donc soyez brillants et surtout très humains. Merci beaucoup. Merci au public, notamment aux jeunes, aux apprenants, aux élèves et étudiants. Je crois que votre présence a été très bien remarquée. Merci, nous avons senti de l'espoir aussi dans la profondeur de vos réflexions, les commentaires. Donc nous avons le droit d'espérer évidemment que ce changement qui est attendu pourrait se réaliser avec vous. Merci aussi aux panélistes. Je crois que aussi nous avons senti la diversité et la complémentarité. Évidemment, un panel d'une heure de temps, ça pose juste le débat. Nous allons rentrer avec beaucoup de questions et nous aurons justement l'opportunité de les creuser davantage. Mais comprenons ensemble qu'une innovation qui ne prend pas en charge les vulnérables, une innovation qui ne réduit pas les inégalités, cette innovation n'est pas la bienvenue dans nos pays. Donc travaillons à faire preuve de générosité, faisons en sorte de réduire les distances qui existent entre les plus riches et les plus pauvres, le monde rural et le monde urbain, mais faisons en sorte évidemment d'avoir un ministère de l'Éducation qui ait une stratégie bien réfléchie, bien pensée, de manière inclusive, parce que les ressources humaines sont là, et c'est ça qui pourrait nous permettre évidemment d'atteindre les objectifs et les résultats qui sont attendus. Merci à tous, merci et puis bonne continuation. Merci à l'ensemble.